Ces participants sont venus de tous les 4 coins de la province de l'Ituri. Ils veulent, tous ensemble, obtenir par toutes les voies et moyens pacifiques la fin de conflits liés aux limites administratives dans cette province aurifère. Au nom de l'organisation Mwangaza Peace, la coordonnatrice Gloire Moungu a circonscrit ces échanges. Ces 2 ateliers sous le leadership des autorités provinciales et l'engagement technique des experts de Kinshasa sont pour nous et principalement pour la Commission une opportunité à saisir en vue d'assurer un bon déroulement de toutes les missions confiées à la Commission. Axel Kitouga, au nom du PNID partenaire dans ces projets, a remercié le gouvernement provincial de l'Ituri pour son engagement dans ces projets. Je tiens à remercier au nom du Programme des Nations Unies pour le développement, son Excellence Monsieur le gouverneur de la province, ainsi que tout son cabinet pour l'engagement dont il a fait preuve dans cette démarche, ainsi que le travail abattu pour la mise en place d'une commission provinciale chargée de la gestion des conflits des limites administratives. Le commissaire divisionnaire Graous Tchaloui, vice-gouverneur de la province de l'Ituri, ayant lancé le travaux est resté optimiste. Selon lui, le temps de siège n'est pas venu frustrer les administrés, mais plutôt redonner espoir, cheval de bataille du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Je vous demande de mettre toute votre énergie dans ces 4 jours en vue de constituer cette équipe de ceux qui ont pu marquer positivement l'histoire de cette province, en se sacrifiant et en se donnant pour les actions de la paix et de la stabilisation. Par ailleurs, malgré la volonté du gouvernement, les besoins sont encore énormes. Je déclare ouvert ces 2 ateliers de 4 jours. Notons que ces assises prendront 4 jours. À ce premier jour, la commission provinciale chargée de la gestion des conflits des limites administratives de l'Ituri a été installée et présentée. En résumé, c'est que le Congo est vraiment dans une nouvelle saison, dans une saison de son décollage. Et ce décollage peut être rendu possible par de nombreuses opportunités qui s'offrent à ce pays. Nous avons des opportunités au niveau international, notamment par rapport à la transition énergétique. Vous savez que dans quelques années, les véhicules à combustion, c'est-à-dire les véhicules à essence et les véhicules à gasoil, seront plus en circulation. Et la matière première pour ces véhicules électriques est concentrée essentiellement en RDC. Donc nous avons les cobalt, nous avons les cuivres, nous avons les lithium, qui sont des principaux produits de base qui vont alimenter les véhicules électriques, qui est l'avenir de l'automobile demain. Donc le Congo est au centre, au cœur de cet enjeu international et le Congo devra tirer de nombreuses opportunités de cette transition énergétique. Et donc notre économie en tirera d'énormes bénéfices et ça nous offre également l'occasion d'assurer la diversification et la transformation de notre économie tout en tirant les meilleurs bénéfices sur le plan des finances publiques, tout comme sur le plan de la croissance de notre économie. Et auquel il faut accorder plus d'attention pour atteindre le développement, il y a d'abord la question de l'État. La question de l'État, elle est essentielle. C'est la question qui touche aux institutions. Il y a
un rapport de la Banque mondiale de l'année 97 qui indique clairement que le développement n'est possible que dans un pays où l'État est efficace. Heureusement, le chef de l'État est intervenu sur la nécessité de renforcer l'efficacité des services publics. Et je pense, à notre avis, que la question de l'État, la question de l'efficacité de l'État, l'efficacité de l'action de l'État, c'est une question essentielle à laquelle il faudrait que toute la classe politique congolaise accorde une attention particulière, qu'il s'agisse du fonctionnement du gouvernement central, qu'il s'agisse du fonctionnement des gouvernements provinciaux, qu'il s'agisse de la manière dont les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, l'appareil judiciaire rendent leur service à la population. Il est important que nous puissions améliorer le mode opératoire, le mode dont nous disposons aujourd'hui. Et la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que nous avons un chef de l'État qui a la volonté politique. Et la volonté politique, c'est un élément qui pourra assurer facilement et rapidement les réajustements, les réformes dont nous avons besoin et au niveau de nos institutions. La guerre, c'est comme un cancer. Je pense qu'il faut arrêter la guerre parce que c'est un cancer qui compromet le développement. Comme le cancer compromet le développement du corps humain, le cancer compromet également le développement du Congo. Donc, il faut une action en 3 directions. Il faut une action militaire, il faut mettre fin à la guerre par la guerre. Nous n'avons pas d'autres options, il faut poursuivre la guerre. La guerre pour repousser l'ennemi jusqu'au dernier retranchement. Mais au même moment, en parallèle, il faut une démarche diplomatique. Parce que ceux qui nous font la guerre, ils ont des appuis. Il faut une démarche diplomatique pour arriver à obtenir l'appui de ceux-là qui appuient nos agresseurs. C'est très important. Et il faut également une démarche politique pour consolider la cohésion et l'unité nationale. Comme l'on dit, un royaume divisé ne peut subsister. Donc nous devons être davantage et plus que jamais unis pour arriver à repousser notre ennemi. Voilà. Merci. Ici représentés, honorables députés nationaux et provinciaux, chers camarades présidents des partis politiques, membres de l'action des Alliés pour l'essor du Congo, chers camarades présidents d'autres partis politiques, distingués invités, je voudrais d'abord rendre aussi grâce à Dieu qui a permis que ce moment soit possible. En outre, je voudrais vous remercier, vous tous, qui avez sacrifié de votre temps, qui avez tout laissé pour vous retrouver dans cette salle. Votre témoignage, votre présence témoigne plutôt de l'amour que vous avez pour le Congo. Le Congo qui est notre unique patrimoine, c'est le patrimoine commun. S'il y a des choses qui peuvent nous diviser, mais au moins pour le Congo, nous devons tous être unis. Comme vous le savez, le chef de l'État a procédé à la prestation de serment pour son second mandat le 20 janvier dernier. Et ce mandat intervient dans un contexte particulier où le peuple congolais a de nombreuses attentes. Des attentes pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et le Congo, notre cher et beau pays, est à la fois confronté à plusieurs défis pour son développement, mais au même moment, le pays a également beaucoup de défis, beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, nous avons pensé, dans le cadre de cette réflexion, échanger avec vous tous sur les défis auxquels le pays est confronté, mais aussi examiner les différentes opportunités qui s'offrent au Congo pour son développement. Comme vous le savez, notre pays est aujourd'hui encore compté parmi les pays les plus pauvres. Et il n'y a pas que la pauvreté, il y a aussi la guerre qui est venue s'ajouter à la pauvreté. Ça veut dire que nous avons à faire face à deux ennemis, la guerre et la pauvreté. La guerre et la pauvreté
qui se sont ligués pour détruire davantage les conditions de vie des peuples congolais. Mais la bonne nouvelle, c'est que la guerre, comme la pauvreté, ne sont pas des ennemis invincibles. Ce sont des ennemis que nous pouvons repousser. Car la guerre, comme la pauvreté, ne constitue pas une fatalité. Ce sont des situations dont nous pouvons nous en sortir. Et d'autres pays, dans le monde, comme en Afrique, sont parvenus à s'en sortir. Nous avons le cas de l'Angola à côté de nous, qui, après 27 ans de guerre, a pu sortir la tête de l'eau. Et nous pensons que le Congo sortira aussi la tête de l'eau bientôt. Et c'est pour très bientôt. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes ici réunis. Nous sommes ici réunis parce que nous pensons que le Congo a perdu beaucoup de temps. Le Congo a perdu beaucoup d'opportunités. Depuis l'indépendance, nous avons eu beaucoup de rendez-vous manqués avec l'histoire. Et nous pensons que le temps est arrivé aujourd'hui pour capitaliser ce second mandat du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, le second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi a été placé sous le signe de la prospérité, de l'unité, mais aussi d'un Congo fort. Et pour y parvenir, nous avons besoin de la mobilisation de toutes les couches, de toutes les énergies du Congo. C'est dans ce cadre que notre famille politique, l'action des Alliés pour l'essor du Congo, que dirige M. Didier Mundela, et notre parti politique avons pensé saisir ce moment pour dégager des analyses et approfondir des réflexions sur les pistes qui peuvent aider notre pays à décoller. Et je voudrais rassurer quelqu'un dans cette salle que le décollage est possible. Que le décollage du Congo est possible et le Congo peut décoller très bientôt. Au-delà des défis que je venais d'annoncer, notamment la guerre et la pauvreté qui arrivent à aggraver les conditions de vie des peuples congolais, la bonne nouvelle, c'est que le Congo n'est pas seulement confronté aux défis, mais le pays, plus que jamais, a aujourd'hui de nombreuses opportunités. Et il est important que nous puissions capitaliser ces opportunités dans le cadre de ce second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi. Parmi ces opportunités, au niveau international, nous pouvons citer le fait que le Congo soit considéré comme le pays solution de l'humanité pour la préservation de l'écosystème. Comme vous le savez, le Congo détient une grande partie de la forêt mondiale. Donc nous avons le deuxième stock de forêt mondiale après l'Amazonie. Et cette position nous offre la possibilité d'être appelé pays solution. C'est-à-dire que c'est grâce au Congo que l'avenir et la survie de l'humanité peut être assurée. Donc, nous offrons à la communauté internationale notre solidarité avec nos forêts pour assurer l'avenir et la préservation de l'écosystème. Et notre point de vue, c'est que cette contribution à la préservation de l'écosystème, cette contribution à la préservation de l'environnement devrait également avoir une contrepartie. La contrepartie, parce que nos forêts qui devraient être exploitées
à des fins commerciales ou à des fins sociales, nous ne pouvons pas les utiliser au nom de la solidarité internationale. Mais au nom de cette même solidarité, il est normal et légitime que le Congo bénéficie également des compensations au niveau international pour les rôles importants qu'il joue dans la préservation de l'environnement. Il faut aussi noter qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de bénéficier de ce que l'on appelle la vente. La vente des crédits carbone nous offre des opportunités énormes pour bénéficier des ressources financières. Il faut également noter qu'aujourd'hui, au niveau international, le Congo est au cœur de ce que nous appelons la transition énergétique. La transition énergétique, c'est ce processus qui veut que l'on recourt de moins en moins aux énergies polluantes. Ça veut dire que d'ici 2035, notamment pour le cas de l'Europe, on va recourir de moins en moins aux véhicules à combustion. Les carburants, c'est-à-dire l'essence comme le mazout, seront utilisés de moins en moins et à la place, on va recourir aux véhicules électriques. Et les véhicules électriques dont les matières premières sont concentrées essentiellement en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes premier producteur mondial du cobalt avec près de 70% de réserves mondiales. Nous sommes également deuxième producteur mondial du cuivre après le Chili. Nous sommes également deuxième producteur mondial du cuivre après le Chili. Les cobalt comme les cuivres sont parmi les principales matières premières qui vont entrer dans la production des véhicules électriques demain, notamment en ce qui concerne la batterie électrique qui est l'élément de base pour le fonctionnement du véhicule électrique. Bien dit que nos principaux produits miniers, notamment les cobalt et les cuivres, vont connaître un accroissement de leur demande et la demande pourrait être doublée au cours des 10 prochaines années. Et les 10 prochaines années, nous avons les 5 années que nous commençons avec le second mandat du président Félix Tshisekedi. Ça veut dire l'augmentation de la demande du cuivre, comme du cobalt, comme d'autres produits qui entrent dans la production ou la fabrication de batteries pour les véhicules électriques, devra permettre au Congo de bénéficier de beaucoup d'avantages, entre autres la croissance économique, également le fait que du fait de la croissance, le pays va tirer d'énormes recettes sur le plan fiscal. Il n'y a pas que cela, mais aussi le pays bénéficiera de nouveaux emplois. Donc tout cela, c'est des opportunités qui sont en train d'arriver et dont le Congo est au cœur, dont le Congo est au centre. Il est important que nous puissions capitaliser ces opportunités pour notre développement. Et nous pensons que dans les prochains jours, il est possible que la RDC réalise un taux de croissance à 2 chiffres. Et ce taux de croissance à 2 chiffres est possible dans ces pays. Et c'est ce taux de croissance à 2 chiffres qui peut assurer à ce que nous puissions rapidement réduire la pauvreté. Car pour réduire la pauvreté, il faut créer les richesses. Et c'est à travers la croissance économique forte, durable et inclusive que l'on peut progressivement réduire la pauvreté. C'est pourquoi je disais dans mon introduction que la pauvreté n'est pas un ennemi invincible. Et la pauvreté n'est pas une fatalité. Nous pouvons la repousser de la même manière que nous allons repousser nos agresseurs sur le plan militaire. Au-delà de ces 2 opportunités liées
aux enjeux internationaux de l'environnement, nous avons également des opportunités liées à la coopération internationale. Comme vous le savez également, depuis 2023, nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Et ce premier programme a permis au Congo de bénéficier déjà de près de 3 milliards de dollars américains. Et ce programme va être conclu, va être clôturé en juin de cette année. Et il est prévu que le gouvernement négocie un nouveau programme. Et la négociation de ce nouveau programme devra également permettre au Congo de bénéficier des ressources additionnelles et substantielles de la part de cette institution internationale. Et pour preuve, déjà, à travers le premier programme, notre pays a pu, à travers les appuis du Fonds monétaire international, augmenter sensiblement ses réserves d'échange qui, aujourd'hui, s'évaluent à plus de 4 milliards de dollars américains, alors que ces réserves étaient à près de 700 millions de dollars en 2020. C'est dire que nous avons encore là beaucoup d'opportunités à exploiter, à capitaliser dans le cadre de la coopération avec nos partenaires internationaux, dont les FMI. Mais il n'y a pas que le Fonds monétaire international. Nous avons également à côté l'institution sœur qui est la Banque mondiale. La Banque mondiale aujourd'hui a un portefeuille important d'appui au profit de la RDC et ce portefeuille s'évalue à plus de 7 milliards de dollars. Dans le cadre de ce portefeuille, il y a certains projets importants et des projets phares, dont notamment la route Mbujimayi-Bukavu. La route Mbujimayi-Bukavu est en cours de construction avec l'appui de la Banque mondiale. Et cette route, comme vous pouvez bien vous en rendre compte, pourra permettre de relier les Katanga au Kasaï et les Kasaï au Kivu et le Kivu qui est déjà relié à la province orientale. Cela permettrait de régler un grand problème sur le plan du commerce intérieur. Comme vous le savez, le Congo a un problème, c'est le problème des infrastructures. Ce problème des infrastructures fait que certaines provinces sont contraintes de commercialiser avec les pays voisins, les pays limitrophes. Quand vous êtes à nos analyses propres internes montrent qu'au cours du second mandat, il est possible que le Congo mobilise sur le plan des finances publiques plus de 100 milliards de dollars. Voilà quelques opportunités dont le Congo dispose au niveau international comme au niveau interne. Comme vous pouvez vous en rendre compte, dans l'histoire de ce pays, on n'a jamais bénéficié de ce genre d'opportunités. Et bien plus, à ces opportunités s'ajoute le fait que nous avons aujourd'hui un chef de l'État au sommet du pays qui est animé de la volonté politique pour changer, pour transformer le Congo. Il a lui-même reconnu dans son discours d'investiture en disant qu'il s'engage à tirer des leçons de notre dernière expérience pour que les erreurs ne puissent plus se reproduire. Nous croyons que toutes ces opportunités sont de loin supérieures aux défis auxquels le Congo est confronté. Et nous devrions être fiers d'être Congolais. Nous devrions être fiers d'être Congolais et nous pensons que si nous nous organisons bien, dans les prochains jours, les Congolais ne seraient plus tentés de prendre des risques pour aller vivre dans des pays étrangers. Nous allons plutôt assister à un mouvement migratoire inverse. C'est le peuple d'autres pays. Les peuples d'autres pays viendront
vivre au Congo parce que c'est le pays de l'avenir, c'est le pays d'opportunité, c'est le pays qui pourra offrir des réponses à l'humanité demain. Et donc, nous devons rester fiers d'être Congolais, fiers d'avoir le Congo comme pays, car le Congo n'est pas n'importe quel pays. Le Congo n'est pas n'importe quel pays, malgré ses difficultés, malgré ses problèmes. Le Congo, c'est un pays différent d'autres pays et qui peut se développer assez rapidement. Et je vous assure que le développement du Congo pourra étonner le monde. Le développement du Congo pourra étonner le monde et le développement du Congo peut se faire assez rapidement. Mais ce dont il est question aujourd'hui, c'est de répondre à la question fondamentale: que faisons-nous pour capitaliser toutes les opportunités qui s'offrent à nous? Toutes ces opportunités, nous devons nous rendre compte que c'est des opportunités qui peuvent passer. Dans 10 ans, dans 15 ans, nous n'aurons peut-être pas les mêmes opportunités. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important que toute la classe politique se mobilise derrière le président Félix Tshisekedi pour donner au Congo un nouveau départ. Et nous pensons que le nouveau départ est possible. Nous pensons que le nouveau départ est possible dans ces pays. Ce nouveau départ est possible et ce nouveau départ nécessite à ce que nous puissions nous mobiliser, nous tous. Nous devons poursuivre la guerre pour repousser l'ennemi. Nous devons également poursuivre l'effort dans la diplomatie. Pourquoi la diplomatie? Parce que la guerre, c'est une guerre d'intérêt. C'est une guerre qui a beaucoup de ramifications. Derrière ceux qui nous combattent, il y a certainement certaines puissances. Donc il est important que nous puissions développer les efforts de diplomatie pour dialoguer directement avec ceux-là qui sont derrière les agresseurs. Nous pensons qu'il est également important que nous puissions fournir des efforts au niveau politique. Au niveau politique, là, il est important que la classe politique se mobilise, comme nous sommes en train de le faire, se mobilise comme un seul homme pour repousser l'ennemi. Car, dit-on, un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Donc, il est important qu'au niveau militaire, au niveau diplomatique, au niveau politique, nous puissions poursuivre des efforts jusqu'à ce que nos ennemis soient repoussés jusqu'au dernier retranchement, comme l'a dit le chef de l'État. Au deuxième point, concernant les services publics. La question des services publics, c'est une question essentielle parce que les services publics touchent à l'action de l'État. Et partout au monde, tous les États, tous les pays qui se sont développés ont eu comme dénominateur commun un État efficace. Et je pense que nous n'avons pas besoin de nous voiler la face. Nos institutions méritent d'être réajustées. Qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse du Parlement, qu'il s'agisse du pouvoir judiciaire, nous devons opérer des réajustements. Nous devons opérer des transformations de nos institutions, car ce n'est qu'avec des institutions transformées que le Congo pourra aussi être transformé. Nous ne pouvons pas transformer ces pays en gardant nos institutions dans l'état où ils sont. Il est important que nous puissions prendre le courage d'opérer des réformes. Et les réformes sont nécessaires pour rendre nos institutions, pour rendre notre État capable de capter et de capitaliser toutes les opportunités qui s'offrent au Congo aujourd'hui.
Si la question des institutions, la question de l'État n'est pas rapidement réglée, le développement pourrait être ralenti. Le développement peut venir, mais à un rythme assez lent. Pour accélérer le développement, il est important que nous puissions accorder une importance particulière à la question du mode de fonctionnement de nos institutions. Qu'il s'agisse, comme je l'ai dit, du gouvernement au niveau central, des gouvernements provinciaux, il est important que toutes ces institutions se mettent en ordre de bataille pour accompagner les efforts de développement de notre pays. La Banque mondiale, dans son rapport de 1997, mentionne clairement que le développement ne peut être possible que dans un État, dans un pays qui dispose d'un État efficace. Et heureusement, le chef de l'État est intervenu sur la nécessité de renforcer l'efficacité de nos institutions, la nécessité de renforcer l'efficacité de notre État. Et il est important également de régler la question de la stabilité et de l'efficacité des institutions au niveau de nos provinces. Le Congo est fait de 26 provinces et le Congo ne peut se développer que si, à la base, c'est-à-dire au niveau des différentes provinces, il y a un élan de développement. Mais ce à quoi nous assistons au cours de ces dernières années montre que dans la situation actuelle de notre décentralisation, marquée par l'instabilité des institutions provinciales, le développement peut prendre beaucoup de temps. Il est important que nous puissions accorder une attention particulière à cette question du fonctionnement des institutions provinciales. Et comme vous le savez, la Constitution de notre pays prévoit que 40% des ressources nationales soient rétrocédées aux provinces. Au même moment, ces provinces auxquelles on doit rétrocéder les ressources, vous-même, vous savez dans quelle situation elles sont. Vous savez comment elles fonctionnent. Nous n'allons pas citer les cas de certaines provinces, mais vous en savez mieux que moi. Donc cette question de la décentralisation mérite une attention particulière au plus haut niveau. Nous avons également la question de l'appareil judiciaire. L'appareil judiciaire demeure un sérieux problème. Il est important qu'on accorde une importance particulière au fonctionnement de l'appareil judiciaire pour que la justice soit rendue de manière équitable aux pauvres comme aux riches, aux hommes forts comme aux hommes ordinaires. C'est très important et c'est une exigence de notre développement. Et toutes ces questions nécessitent que nous puissions lancer des réformes. Et les réformes devraient être lancées. Et parmi les réformes que nous envisageons, il y a particulièrement la réforme de l'administration publique. La réforme de l'administration publique, elle est cruciale, elle est fondamentale. Et là, il y a des problèmes majeurs qu'il faudrait régler, c'est notamment cette question des départs à la retraite. Notre administration publique regorge plus de 350 000 personnes qui ont atteint l'âge de départ à la retraite, mais qui ne peuvent pas partir, qui demeurent dans l'administration du fait que les indemnités de retraite n'ont jamais été payées. Donc il est important qu'au cours de ce second mandat du chef de l'État, qu'on puisse accorder une importance particulière à cette question de départ à la retraite. Parce que pour la plupart, c'est des personnes qui ne sont plus actives. C'est des personnes qui ne peuvent plus contribuer au fonctionnement normal de l'administration, mais qui restent là et qui continuent à être payés, même si les salaires sont modiques, ils continuent à être payés, mais sans travailler effectivement. Donc il est important que la question de la réforme administrative soit prise en main au plus haut niveau pour qu'au cours de ce second mandat, nous arrivons à résoudre ce problème. Et la mise à la retraite a également l'avantage pour les jeunes. Vous imaginez, si nous arrivons à faire sortir de notre administration plus de 350 000 personnes,
il est possible que l'on puisse assurer les rajeunissements de l'administration, c'est-à-dire recruter des jeunes talentueux, des jeunes ayant beaucoup d'énergie, et ces jeunes, leur recrutement va régler en partie le problème de l'emploi qui fait partie d'un des axes de la vision du chef de l'État. Et ce même problème se pose également au niveau de nos entreprises publiques. Quand vous regardez la situation de plusieurs entreprises publiques, qu'il s'agisse de l'ex-ONATRA, qu'il s'agisse de la SNCC, plusieurs entreprises publiques ont ce problème du vieillissement du personnel. Et nous pensons que si ce problème est réglé à la fois au niveau de l'administration publique et au niveau des entreprises publiques, on peut créer suffisamment de l'espace pour la jeunesse. La jeunesse qui aujourd'hui n'a pas beaucoup d'opportunités, même quand elle a été à l'école, même quand elle a été à l'université, elle n'est pas sûre de son sort après la sortie de l'université. Donc c'est une question, à notre avis, qui mérite l'attention particulière de la plus haute autorité du pays pour que nous puissions dégager ce qui devait déjà sortir, mais aussi ouvrir la porte d'entrée aux jeunes pour redynamiser notre administration. Une question importante pour l'administration, pas seulement l'administration, mais pour l'ensemble des secteurs publics, c'est la question de la politique salariale. La politique salariale reste un problème majeur dans notre pays. Et la définition d'une nouvelle politique salariale devra permettre de régler la question soulevée également par les chefs de l'État par rapport au pouvoir d'achat de la population. Le pouvoir d'achat dépend du niveau des salaires. Le pouvoir d'achat dépend également du niveau des prix, ce qui nécessite la stabilité du taux d'échange. Mais par rapport au salaire, comme vous le savez, le niveau des salaires reste généralement faible. Mais pendant que les salaires sont faibles dans le secteur public, les salaires sont également faibles dans le secteur privé. Et les cas du secteur privé montrent par exemple que les SMIC qui étaient à 7 millions de francs, à 7 000 francs congolais en 2020, quand le décret a été signé, ce SMIC a connu l'érosion de son pouvoir au point qu'aujourd'hui, ce SMIC qui valait 5 $ à l'époque, ce SMIC ne vaut plus que 2 $. Donc il est important également que la question du SMIC soit réglée par rapport au secteur privé. À ce moment, on doit accorder une attention particulière aux questions salariales dans le secteur public. Plusieurs agents de l'État, plusieurs salariés de l'État connaissent des problèmes de disparités et des tensions salariales. Donc il est important que la question des salaires soit également prise en charge. Vous allez vous rendre compte que dans notre administration, il y a un système à plusieurs vitesses. Système à plusieurs vitesses qui fait qu'un huissier dans un ministère comme les finances ou le budget peut avoir un train de vie de loin supérieur au directeur dans l'administration de notre ministère. Et ça crée beaucoup de disparités, ça crée beaucoup de problèmes. Donc il faut à la fois régler la question des disparités des salaires et aussi les faibles niveaux de salaires pour que la préoccupation du chef de l'État consistant à préserver le pouvoir d'achat de la population puisse être rencontrée. Donc il y a également une série de problèmes par rapport au salaire. Vous avez tout ce que l'on connaît comme à notre peuple. J'ai pensé par exemple à cette possibilité que dans chaque province, il y ait par exemple rien que 200 km de routes construites dans chaque province. Ça nous donnerait 5200 km de routes sur l'ensemble du territoire national. Vous imaginez 5200 km de routes au bout du mandat du chef de l'État, ce que ça peut entraîner comme effet sur le plan économique et sur le plan social. Et 5200 km de routes, si on tient compte du prix généralement et communément connu de 1 million, ça ne nous coûterait que 5 milliards
de dollars. Et le Congo ne manque pas 5 milliards de dollars. Et c'est possible. Le Congo ne manque pas 5 milliards de dollars pour se doter de 5 000 km de route au cours de ce second mandat. Nous pensons également à certains projets tels que la construction des aéroports. Est-ce qu'on peut doter chaque chef-lieu de province d'un aéroport moderne, d'un aéroport digne de ce nom? Il y a des chefs-lieux de province où quand vous arrivez, vous vous demandez, quand vous êtes à l'aéroport, vous vous demandez si vous êtes réellement dans un aéroport. Donc, je pense qu'il est important que pendant ce mandat, nous puissions avoir des grandes ambitions pour le Congo. Et ce sont ces grandes ambitions qui feront que nous soyons à même de transformer ce pays. Ce sont ces grandes ambitions qui feront que le président Félix Antoine Tshisekedi puisse marquer l'histoire du Congo. Et nous pensons qu'avec nous tous, il pourra et il va marquer l'histoire de ce pays. Et il est également important que sur le plan médical, nous puissions engager des efforts pour doter chaque chef-lieu de province d'un hôpital moderne. Il n'est pas normal que chaque fois que quelqu'un est malade dans une province, on puisse l'amener acheminer à Kinshasa. Et quand bien même on l'amène à Kinshasa, ce n'est pas toujours évident qu'il ait des solutions, qu'il ait des remèdes appropriés ici. On doit encore l'évacuer à l'extérieur du pays. Donc cette question d'infrastructure médicale mérite également une attention particulière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès, mais il y a encore des progrès à faire pour que nous ayons un système médical qui peut assurer réellement et convenablement la prise en charge de tous les Congolais où qu'ils se trouvent. Donc, nous pensons qu'il est important que nous puissions être ambitieux. Nous puissions être ambitieux au cours de ce second mandat parce que nous avons les moyens de nos ambitions. Nous avons les opportunités pour être ambitieux. Il ne faut pas être timide quand vous avez la possibilité d'être ambitieux. Il ne faut pas avoir des ambitions limitées quand l'histoire vous donne la possibilité de faire mieux. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne la possibilité de faire mieux. L'histoire nous donne la possibilité de changer ce pays et nous croyons que ce changement est possible. Voilà, Excellences, honorables, chers camarades présidents, en quelques mots présenter notre présentation de ce jour et nous vous remercions de votre aimable attention. Nous avons besoin de vous. Et applaudissez s'il vous plaît. Chef de parti politique, c'est avec plaisir que je me retrouve ici parmi vous. Et j'avais tant rêvé qu'un jour, je me retrouve ici devant vous en train de vous parler. Moi, je m'appelle Abbé Jean-Claude Atousameso. Je suis le président de la Chambre de commerce de la RDC aux États-Unis. Et j'ai travaillé pendant 23 ans pour étudier les ressources pour le développement de la RDC. Je demanderai votre permission pour que je vous parle en tant que coach et que je pénètre votre esprit pour qu'après ce débat ou ma présentation, que vous puissiez vous sentir différent. Mais avant de commencer, j'aimerais que tous vous puissiez vous lever pour une minute de silence. Il y a de cela 14 ans, depuis que j'ai quitté, je ne suis plus revenu au pays. Et il y a un beau-frère et une personne très très spéciale avec qui nous avions travaillé pour ce pays. Nous nous sommes battus pour le pouvoir dans ce pays qui nous avait quittés. M. Gilbert Mundela, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps pour ce pays. Je vous demande
une minute de silence. Pour le développement de la République démocratique du Congo. Moi, j'aimerais m'appuyer sur le rôle que chacun de nous a à jouer face à ces défis et ces opportunités. Et en tant que coach, j'aime utiliser les images pour que vous puissiez comprendre et pour que j'ai la possibilité de pénétrer vos esprits. Et cette image, je crois que vous la connaissez, cette histoire, vous la connaissez, mais je crois que je vais venir avec une conclusion différente par rapport à ce que vous connaissez. En lingala, on dit « Solo la li solo »,« Solo la li solo », et aussi on dit « Nawenza basoso »,« Nawenza basoso », c'est ce qui se dit en lingala, et c'est une thèse qui a donné raison à basoso et qui fait que Nawenza basoso peut s'atoulakate. Mais dans mon histoire, je vous raconte une histoire où un PC a touli Nawenza basoso. Il était une fois un PC qui se promenait dans Nawenza basoso, et ce basoso n'était pas n'importe quel soso. Ce basoso était comme le soso que nous avons connu à l'époque du président Mobutu. Les basoso de Nzele, de Daipen. Quand il marchait, vous sentiez que le sol était en train de bouger. C'était ce soso-là. En le voyant au loin, vous aviez déjà peur. Mais ce PC-là qui se promenait, il a vu ce soso venir. Mais ce soso qui était très puissant, n'ont même pas dit que comme le PC est tout petit, laissons que le plus petit soso s'en occupe. Mais tous, ils se sont dit, nous allons la voir. Et ils sont venus tous, ils se dirigeaient vers le PC. En se dirigeant vers le PC, subitement, le PC a réalisé que le soso était déjà prêt pour commencer à le tuer ou à l'avaler. Le PC est entré dans une bouteille qui était à côté. Et cette bouteille était une bouteille transparente. Tous les soso qui étaient puissants et forts, ils voyaient que le PC était là, à côté d'eux. Et ils commençaient à picoter. Au lieu d'atteindre le PC qui était là, ils atteignaient la bouteille. Et chaque fois qu'ils picotaient sur le PC, c'était sur la bouteille qu'ils étaient en train de picoter. Finalement, tous les sosos sont morts et le PC est resté vivant. Vous voyez comment est-ce qu'un PC a tué la Wenza basoso? Vous allez sûrement me poser la question de savoir, mais ça m'a histoire à l'école primaire, de quoi vous nous parlez? Bien aimé, vous savez, et vous le dites, que quand le président Félix est venu au pouvoir, il a pris ces pays et il a remis entre les mains de Dieu. Président Azimboka a péché en Maboko et Nzambe. Et c'est tout le monde qui chante. Mais vous ne connaissez pas quel est ce mystique en faisant ces gestes-là. Le Congo est ce petit PC. Tout le monde pensait que ce Congo était un Congo faible. Nous avons participé à des grandes réunions où on appelait le Congo les capitales du viol. On cherchait à minimiser le Congo. On cherchait à donner au Congo une couleur noire. On cherchait à enlever au Congo sa vraie réalité, sa puissance. Le Congo, c'est le Congo qui développe le monde. C'est le Congo qui a la puissance de détruire le monde entier à la minute. C'est le Congo qui a tout donné au monde. Mais les gens ont voulu donner au Congo une mauvaise image pour arriver à détruire le Congo, pour arriver à donner l'impression que le Congo ne vaut pas. Mais voilà que le président a donné à Dieu ce Congo. Et c'est Dieu, c'est cette bouteille qui protège le Congo. Tous les puissants sont en train de venir pour détruire ce Congo. Et comme on leur a déjà donné le nom de puissants, et ils se sont dit qu'ils sont puissants, ils pensent qu'à tout moment, ils peuvent détruire ce Congo. Mais ils sont incapables de le faire, qui qu'ils soient. Dieu va protéger ces Congos et ces Congos restera fort et puissant.
Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Après toujours. Après toujours. Après c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne mon co. Bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il chaud. Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Après toujours. Après toujours. Après c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne mon co. Bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, on s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.